Et si je vous disais que la quête des alchimistes n'était pas de fabriquer de l'or, que cette image du vieil homme barbu penché sur son alambic pour transformer le plomb en métal précieux est en fait une énorme méprise. L'or, pour les véritables alchimistes, n'était qu'une allégorie. Leur véritable objectif était bien plus profond, plus ambitieux et infiniment plus fascinant. Aujourd'hui, on va décoder ensemble le langage secret de l'alchimie, pour découvrir ce qu'elle cherchait vraiment et ce qu'elle nous a réellement légué. Accrochez-vous, on part pour un voyage au cœur de la matière et de l'esprit. L'alchimie, avant toute chose, est un langage symbolique extrêmement riche, conçu pour décrire un processus de transformation qui était autant spirituel que matériel. Quand un alchimiste parlait de transformer le plomb en or, il ne parlait pas forcément des métaux que vous connaissez. Le plomb représentait l'état initial, impur, grossier, que ce soit une substance chimique ou l'âme humaine elle-même, avec ses défauts et son ignorance. L'or, à l'inverse, symbolisait la perfection, la pureté, l'illumination, l'état final accompli. La fameuse pierre philosophale n'était pas une simple recette de cuisine magique, mais l'agent de cette transformation capable de guérir les métaux malades comme de guérir l'esprit. Pour comprendre ce langage, il faut regarder leurs symboles. Vous avez sûrement déjà vu ces étranges diagrammes. Le dragon qui se mord la queue, l'Ouroboros, représente le cycle éternel de la destruction et de la recréation, l'idée que rien ne se perd, tout se transforme. Le soleil et la lune, omniprésents, symbolisent les principes opposés et complémentaires. Le masculin et le féminin, le chaud et le froid, le fixe et le volatile. L'union de ces deux principes, souvent représentés par un mariage mystique ou un être androgyne, était une étape cruciale du grand œuvre, la quête alchimique ultime. Le grand œuvre se décomposait en plusieurs phases, souvent décrites par des couleurs. D'abord, l'œuvre au noir, ou nigredo. C'était l'étape de la putréfaction, de la décomposition. Il fallait tuer la matière première, la réduire à son état le plus chaotique, un peu comme une introspection douloureuse où l'on affronte ses propres ténèbres. C'est le plomb dans toute sa laideur. Ensuite venait l'œuvre au blanc, albédo. Après la purification par le feu et le lavage, la matière renaissait, purifiée. C'était une sorte de résurrection, l'aube après la nuit la plus sombre. Symboliquement, c'est l'âme qui a surmonté ces épreuves et trouvé une nouvelle clarté. Enfin, l'œuvre au rouge, rubédo, l'étape finale. C'est là que la pierre philosophale apparaissait, rouge comme le sang ou un soleil levant. La matière atteignait la perfection, capable de transmuter les autres métaux. C'était l'union finale des opposés, l'accomplissement spirituel, l'illumination. Le plomb était devenu de l'or. Alors, est-ce que tout ça c'était juste de la philosophie déguisée? Pas tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour mener à bien ces opérations symboliques, les alchimistes devaient manipuler la matière. Ils ont passé des siècles dans leur laboratoire, à chauffer, distiller, filtrer, sublimer. Ils ont inventé et perfectionné des instruments qu'on utilise encore aujourd'hui. L'alambic, par exemple, est une pure invention alchimique, essentielle pour la distillation. Les concepts de bain-marie, pour chauffer doucement une substance, viennent directement de leur pratique et de la légendaire Marie la Juive, une des premières alchimistes connues. En cherchant la pierre philosophale, ils ont découvert des substances chimiques bien réelles et extrêmement utiles. Ils ont été parmi les premiers à isoler l'acide sulfurique, qu'ils appelaient huile de vitriol, l'acide nitrique ou encore l'acide chlorhydrique. Ils ont découvert le phosphore, le zinc, l'antimoine. Sans le savoir et sans le vouloir, en poursuivant un rêve spirituel, les alchimistes ont posé les fondations expérimentales de la chimie moderne. Ils ont été les premiers à tenter de classer les substances, à étudier leurs réactions, à développer une méthode rigoureuse d'expérimentation. C'est pour ça que beaucoup d'historiens des sciences considèrent l'alchimie non pas comme une science ratée, mais comme une protochimie, une étape indispensable avant que la chimie ne naisse officiellement avec des figures comme Lavoisier. Mais alors, pourquoi cette confusion aujourd'hui? Pourquoi cette image de charlatan avide d'or? D'abord parce que le langage était volontairement obscur. Les alchimistes craignaient que leur savoir, qu'ils jugèrent sacré, ne tombe entre de mauvaises mains, des gens qui ne chercheraient que la richesse matérielle sans comprendre la dimension spirituelle. Ils se protégeaient aussi des persécutions de l'Église, qui voyait souvent leur pratique d'un mauvais œil. Le secret était une nécessité,
Et puis, bien sûr, il y a eu de vrais charlatans. Des escrocs qui ont profité de la crédulité des rois et des nobles en leur promettant de l'or facile, salissant au passage la réputation de toute la discipline. C'est leur image, beaucoup plus simple et spectaculaire, qui a malheureusement survécu dans la culture populaire. L'alchimie est aussi souvent confondue avec la magie ou l'occultisme de bas étage. Or, si elle avait une dimension ésotérique, elle reposait sur un principe fondamental. Ora, elabora, pris et travail. Il y avait une véritable éthique du travail, de la patience, de l'expérimentation. Le succès ne venait pas d'une formule magique, mais d'un long et patient labeur, à la fois sur la matière dans l'alambic et sur soi-même. Cette double lecture est la clé. On ne peut pas comprendre l'alchimie si on la lit de manière uniquement littérale, en pensant qu'il cherchait à fabriquer de l'or. Mais on ne peut pas non plus la comprendre si on y voit uniquement une allégorie spirituelle, en oubliant le travail acharné dans le laboratoire. C'étaient les deux en même temps indissociables. En conclusion, que faut-il retenir de l'alchimie ? Ce n'était pas une quête pour l'or, mais une quête de perfection, à la fois matérielle et spirituelle. C'était une philosophie exprimée par le langage de la chimie primitive. En cherchant à purifier l'âme, les alchimistes ont appris à purifier la matière. Ils nous ont laissé un héritage double. D'un côté, les bases pratiques et expérimentales de la chimie, des instruments, des substances, des procédés. De l'autre, un système symbolique incroyablement puissant sur la transformation de soi qui a profondément influencé la psychologie, notamment Carl Jung, qui voyait dans le grand œuvre une parfaite métaphore du processus d'individuation, le chemin pour devenir pleinement soi-même. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'alchimie, ne pensez pas seulement à l'or. Pensez à ce langage codé fascinant, à cette discipline qui liait le ciel et la terre, l'esprit et la matière, et qui, en rêvant de transformer le plomb, a peut-être trouvé quelque chose de bien plus précieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans les secrets de l'histoire et des sciences vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, pour ne rien manquer des prochaines explorations, et à me dire en commentaire quel autre sujet mystérieux vous aimeriez que l'on décode ensemble. À très bientôt!